Rebonsoir à tous. Et bien, pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques instants, on va maintenant pouvoir faire venir David Biro avec nous. C'est que nous sommes lundi et que toujours dans notre série Rencontre Somme, j'ai eu le plaisir de recevoir voilà, des gens de notre métier, des amis. Et ce soir, j'ai le plaisir parmi nous, David Biro. Voilà, je vois que vous êtes nombreux déjà, vous êtes reconnectés et vous avez raison parce que c'est toujours passionnant, effectivement, voilà. Est-ce qu'on peut vérifier que David nous rejoigne? Ça serait formidable, effectivement. On y a une petite invitation. On va lui renvoyer ça à notre ami David. Et effectivement, techniquement, je suis sûr qu'on va trouver une solution. Je disais tout à l'heure, en attendant effectivement, euh, il y a, il était prévu aujourd'hui, plus exactement, la finale du concours du meilleur jeune sommelier de France. On aurait dû à cette heure-ci savoir qui est le meilleur jeune sommelier de cette année. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. À cause de la crise du Covid, on a été obligé de décaler tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à David d'être avec nous, parce qu'il est le responsable de ce concours-là. Et à travers ce concours, effectivement, et à travers son action, j'aimerais qu'on parle des jeunes sommeliers. Voilà, on va essayer, ouais, on va y arriver, hein, techniquement, il est toujours arrivé à rentrer en contact avec nos invités. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec notre ami David. Et qu'on puisse partager nos coups de cœur, vous montrer ou vous remontrer ce magnifique trophée, évoquer effectivement la jeunesse de la sommellerie et toute cette période aussi que l'on traverse les uns les autres qui n'est pas simple. Mais voilà, donc j'espère que ça va fonctionner et que notre ami David va pouvoir se connecter. Donc Elisa est à la manœuvre, comme on dit. L'invitation de David est partie, c'est sans envoyer une demande. Voilà, donc ça fonctionne. Il ne manque plus que David, effectivement, puisse. La demande est partie, comme on dit. Donc on va attendre que notre ami David, effectivement, j'espère que vous êtes bien installé, que vous avez pris aussi, vous, de quoi déguster, peut-être quoi boire, c'est encore un petit peu tôt, quoique l'apéritif, voilà, mais avec le décalage horaire de ce week-end, on est encore un petit peu tôt. Mais effectivement, pour pouvoir profiter de cette petite dégustation du lundi soir, et que je parle aussi un peu du programme, parce qu'on a la chance aussi la semaine prochaine de recevoir quelqu'un de sympathique, et de parler d'un sujet super sympathique, assez intéressant, qui s'appelle le nez du vin, ça existe depuis longtemps. Ils ont sorti notamment récemment le nez du fût du chêne, voilà. Et on va parler de ces petits flacons avec Léa Desportes qui sera avec nous la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que notre ami David Biro, vous appréciez tous, et même s'il se fait un petit peu attendre, ça c'est les aléas de la technique, j'espère qu'il va arriver à être avec nous. Et s'il n'arrive pas d'être avec nous, on va peut-être trouver quand même quelque chose. Tant pis, ça va peut-être le faire en micro. Quand on sert en verre, ça fait arriver les invités. Donc, on va peut-être ouvrir ce petit muscat de la famille Bott, Nicole Bott. Allez, alors, c'est capsulé à vis comme ça. Hein. Ça permet de garder beaucoup de fraîcheur au vin. Ça, c'est une question, on ne va pas évoquer nécessairement ça ce soir, mais franchement, mis à part le fait que ce n'est pas de l'esthétisme absolu, c'est techniquement pour un certain nombre de vins, et notamment des vins qui gardent beaucoup de fruits ou qui ont besoin de garder beaucoup de fruits, une technique qui est plutôt pas mal. Et donc, allez, je me sers et je goûte avec vous, effectivement. Donc, c'est un muscat, c'est la cuvée tradition hein, de la famille Bott, Arrigo-Villiers. Petit clin d'œil à nos amis alsaciens, petit clin d'œil aussi à notre ami Serge Dux, qui a été honoré il y a quelques jours de magnifiques récompenses, puisque Serge Dux, grand sommelier s'il en est, vient d'être effectivement le premier lauréat du trophée Gérard Basset, qui est un trophée qui couronne la carrière d'un grand sommelier émérite, et le premier effectivement lauréat. Salut David, tu vas bien? On te voit David, est-ce que tu peux parler? Oui, ça va bien, ça y est, la Alors là, technologie pour l'instant, marche. on ne t'entend pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que c'est moi? Ou C'est est-ce que vrai? parle comme ça, je vois si nos amis t'entendent, parce que moi, je ne t'entends pas là, du tout. Belle Alors, est-ce image, que par tu contre. m'entends là? Hein, alors, on va vérifier, Est-ce que tu m'entends? Parce que notre moi, je son à t'entends nous. bien. On ne sait jamais, parce que ça peut aussi
Est-ce que toi, tu les entends encore un peu? Moi, je te vois et je t'entends très bien. Le... Je te vois et je t'entends très bien. C'est le ouais. Tu m'entends pas du tout? Allez, on va peut-être trouver une solution au niveau du son. Hein? Allez, on est entre nous, hein? On n'a que des amis. Et est-ce que là, tu m'entends, David? Ah, mais moi, je t'entends très très bien, hein. Je te C'est vois et je parfait. t'entends très bien. Eh bien, écoute, on se voit tous maintenant. C'est moi aussi, mes écouteurs, chacun son truc dans la technique. Hein. Donc maintenant, j'ai mis les écouteurs et je t'entends parfaitement bien, mon cher David. À ta santé. Hein. J'ai Oui, pas menti à nos amis qui nous écoutent et je les remercie tous parce que j'ai dit on va servir un coup à boire, ça va faire arriver David. eh En oui. général, les invités arrivent effectivement quand on sert un petit verre. Je me suis servi un petit verre de muscat de notre ami Nicole Bott à Ribeauvillé dans le millésime 2019. Qu'est-ce que tu as mis dans ton verre, toi, en attendant? Alors, il y avait deux vins. Le son est très bon. Oui, ça va? Pour moi, c'est parfait. J'espère que Bon, nos c'est amis parfait. ont bon son également. Bon, alors super. Donc, tu m'as laissé choisir, c'est vrai, bien des vins de coup de cœur. Donc, je fais une petite entorse pour le premier vin au vignoble français parce que il y a quelque temps de ça, j'ai eu l'occasion eh bien, de déguster un nouveau vin grec pour toujours essayer d'explorer toutes les pistes de cépages eh bien, autochtones et des cépages grecs qui nous font, je dirais, rêver de par leur style. Et donc là, sur ce vin blanc, on se situe sur la Macédoine. Alors la Macédoine, c'est la zone viticole. C'est la zone viticole qui se situe au nord de la Grèce, au-dessus de Thessalonique. Et ce cépage, c'est l'Aspruda. Alors, ce qui est assez, L'Asproda. oui, alors ce qui est assez amusant, c'est Aspruda, en fait, c'est pas le nom précis d'un cépage. On utilise ce nom Aspruda pour dire qu'on ne connaît pas le vrai nom du cépage indigène qui est dans la région. Donc en fait, il y a plusieurs Aspruda qui ne sont pas forcément les mêmes. D'accord, c'est une expression finalement. Exactement, et celui-ci, c'est de la région donc de Serre, qui est donc dans Macédoine, et c'est pour ça que c'est assez étonnant de pouvoir découvrir des cépages qui, sur le plan aromatique, gustatif, ne ressemblent à aucun autre que nous pouvons connaître dans le vignoble français. D'accord, donc la Macédoine, pour expliquer aux gens qui nous suivent, c'est l'extrémité nord de la Grèce, Oui, euh, à- c'est la qui partie est nord. limitrophe effectivement avec la Macédoine, qui est aussi aujourd'hui considérée comme une zone indépendante quelque part, en allant ensuite vers le... Qu'est-ce qu'il y a comme pays plus au nord? On arrive sur la Bulgarie? Bah, quand on tire Hmm. vraiment au plein nord, Hmm. mais c'est vrai que Exactement. La il y a nord après, ouais. il y a le pays, la Macédoine, ne pas Exactement. confondre avec la zone À la viticole de région, Macédoine. mais Absolument. c'est à proximité. Oui, absolument. Oui, oui, Hein. Sauf que c'est d'un côté de la frontière et de l'autre côté de la frontière. Hein. exact. La Grèce recèle des trésors incroyables. Hein. À la fois la Grèce centrale, la Grèce, j'allais dire continentale, mais aussi la richesse des îles grecques. C'est juste quelque Ouais. chose de phénoménal. Tu es En allé, fait, toi, visiter Santorin, Samos, Rhodes, ouais. peut-être, Lemnos ou autre. Il y a des vieilles vignes et des saveurs extrêmement singulières. Alors, pourquoi la Grèce? Il y a quand même plusieurs raisons. C'est que j'ai effectué déjà 4 voyages en Grèce en visitant certaines zones viticoles, que ce soit justement les Cyclades, que ce soit la Grèce au niveau du Péloponnèse et aussi la Mhm. Macédoine et la Thrace. Et là où j'ai été réellement impressionné, c'est qu'avant de découvrir la richesse ampélographique et surtout la diversité des vins, j'ai été surtout euh, épaté par l'histoire de ce pays. Et là où j'ai eu un choc émotionnel et surtout un choc historique, c'est lorsque j'ai visité le musée qui est à la base du Parthénon, où Absolument. les premiers mètres que nous faisons dans ce musée Mhm. sont des premiers mètres qui sont liés à la vaisselle et au cérémonial du service du vin, avec des pièces, que ce soit des petites jarres en terre cuite, des coupes pour la consommation du vin, qui sont tout à fait exceptionnelles. Et c'est dire que globalement, 500 ou 1000 ans avant Jésus-Christ, les Grecs savaient très bien philosopher, mais surtout, je pense, savaient philosopher autour des verres de vin. Je Et ça a pense été pour aussi. moi, ouais, ça a été pour moi un choc émotionnel et un choc historique parce que j'ai pris Mhm. conscience que à cette époque-là, nous étions bien loin de ce qu'est le vignoble français à ce jour.
Et donc, les Grecs avaient déjà, de par l'histoire du vin sur le bassin méditerranéen, avaient déjà beaucoup d'avance. Et c'est surtout qu'ils vénéraient cette consommation du vin. C'est pour ça Bien que sûr. quand j'ai compris cela, je me suis dit, ce pays regorge de trésors. Et plus j'avance dans justement ma connaissance des vins grecs, plus je suis époustouflé par la diversité empélographique, par les styles de vin. Et c'est surtout qu'il n'y a aucun élément de comparaison avec ce que nous pouvons connaître en France. Et c'est ce qui est extraordinaire pour un sommelier, d'avoir de la découverte, de la diversité, sans forcément aller sur une recherche purement vinification ou purement œnologique. Là, c'est vraiment le cépage historique qui Eh parle. oui, c'est la Voilà. nature qui parle, c'est l'histoire qui parle. J'ai eu la Exact. même émotion que toi en visitant effectivement le musée du Parthénon, avec cette richesse incroyable, je veux dire, Ouais. d'époque ancienne, et avec un raffinement sur justement le service du vin que l'on n'imaginerait pas, j'allais dire, de cette époque. Et à Ouais. côté, en plus, il y a le cirque, ou en tout cas l'amphithéâtre de Dionysos, qui est Ouais. juste à côté. Dionysos, qui était à la fois, on le sait tous, nous, les gens qui aiment le vin et vous qui nous écoutez, le dieu du vin, mais qui est aussi le dieu du théâtre. Et il y a une liaison entre ces plaisirs, ces émotions, ce partage finalement, qui symbolise bien finalement le métier de sommelier. À la Absolument. fois homme de scène, homme d'action ou femme, enfin un personnage, Ouais. et en même temps l'univers du vin et des boissons. Et donc, c'est une petite entorse, je dirais, au vignoble français là, pour ce premier vin coup de cœur, mais une entorse qui est tout à fait respectable de par le sens que l'histoire du vin, quand elle a commencé à venir sur notre bassin méditerranéen, était déjà très présente justement en Grèce. Alors Donc voilà mon premier coup de cœur. quel goût il a ce vin? C'est quoi un peu ses Alors, caractéristiques? ce qui est déjà, en plus, j'essaie de capter le maximum de lumière. Ce qui est très étonnant, c'est que la couleur est très intense. Donc, on a affaire à une couleur déjà très dorée, très attrayante. D'accord. Pour un vin qui a C'est quel âge? un vin qui est du millésime 2018, donc très jeune. D'accord. Oui. 3 ans. Et donc, ce qui est assez, je dirais, paradoxal dans ce vin, c'est que l'aromatique, c'est associé toute une gamme, en fait, très pâtissière, comme la pâte d'amande, comme le lait d'amande, comme la noisette ou le massepain, et une note florale très intense qui s'oriente, je trouve, vers la plante séchée comme la camomille. Et donc, il y a ce subtil mélange qu'il y a dans la palette aromatique, une palette aromatique extrêmement diverse et variée, tout dans la subtilité, aucunement comparable à je dirais, nos critères de cépage plutôt français. Il n'y a pas d'élément de comparaison, très sincèrement, si ce n'est que, au fur et à mesure de l'ère, il pourrait y avoir quelques tonalités un peu abricot ou violettes que nous rappellent certains très beaux vionniers de la zone septentrionale de la vallée du Rhône avec des très jolis condrieux. Néanmoins, ce vin a sa personnalité. C'est-à-dire qu'il recoupe différentes effluves, différentes fragrances qui sont, je dirais, voilà, un melting pot d'arômes que nous connaissons, mais jamais associés les uns avec les autres. Jamais associés ensemble. Et en bouche, on peut imaginer quand on sent ce genre de parfum qu'on ait un côté un peu moelleux, un peu caressant en bouche. C'est le cas ou c'est plutôt un vin qui a une fraîcheur, un acidulé important? Effectivement, la richesse pourrait nous emmener directement sur un vin avec une structure très enveloppante, très grasse et puis un peu trop, je dirais, riche. Néanmoins, la fraîcheur est là. Et c'est, je dirais, tout le propre de ces cépages indigènes. Parce que quand on parle de réchauffement climatique et quand on parle justement de savoir comment se projeter dans un futur proche sur nos différents vins, je pense qu'il y a beaucoup à chercher sur les cépages indigènes et les cépages emblématiques de régions viticoles dans le monde, et surtout sur le socle européen, qui nous donnent en fait des équilibres qui sont déjà acquis, et des équilibres de façon naturelle. Et c'est pour ça qu'en fait ce vin, il a un joli tactile, il a un toucher de bouche qui est très suave, qui est très confortable. Néanmoins, jolie acidité, fraîcheur en milieu de bouche, équilibré, et ça permet justement d'avoir ce que la Grèce nous présente parmi de mieux dans les vinifications des blancs, c'est que
l'impact maturité, richesse de certains de leurs cépages blancs est contrebalancé par souvent la présence terroir ou alors la minéralité très forte de certains de leurs terroirs. Et en termes de vinification, il y a une spécificité ou de vieillissement? Alors, la vinification, elle est dans des grands contenants de 500 litres, bois D'accord. neuf en partie. Je pense que le domaine va s'éloigner petit à petit du bois neuf. Ça reste, c'est un domaine qui, fin des années 80, commence à exister donc, sur cette zone. La famille a vraiment passé, je pense, un cap dans les vinifications, dans la qualité des vins à partir de 2008. Et donc, leur recherche n'est pas justement de boiser, ce n'est pas d'aromatiser, parce que le cépage se suffit à lui-même. D'accord. Donc, C'est de révéler l'identité. et c'est surtout quand on parle aussi de cette culture des vinifications et des élevages dans les grands contenants, quand on se trouve souvent sous des climats un peu plus chauds et souvent sous des climats qui permettent d'atteindre un certain degré de maturité, il y a vraiment cette science de la vinification et de l'élevage dans des grands contenants. Et cette science, elle est aussi à suivre quand on parle à nouveau eh bien, de ces vins qui vont peut-être être déséquilibrés à l'avenir par la richesse. Néanmoins, il y a des vraies pistes à explorer, ce que font beaucoup de domaines viticoles et beaucoup de vignerons quant à la diversité des cépages, quant au terroir et surtout aussi aux vinifications dans les grands contenants. Merci beaucoup. Tu peux nous rappeler juste le nom du vin Oui, pour alors, que nos amis s'en souviennent? Nerancy, le domaine, Oui. et c'est Aspruda of Serre. Donc Aspruda, comme je le disais, c'est le nom en fait d'un cépage blanc, mais on ne sait pas trop qui il est. Parce qu'on peut trouver en Grèce différents Aspruda, et c'est dire que Aspruda, il y a quelques années de ça, à peu près en 2016-2018, il y avait de recensé à peu près 100-150 hectares d'Aspruda plantés. Mais attention, parce que, je le répète, l'Aspruda de Serre n'est pas forcément un autre Aspruda qu'on trouvera dans d'autres régions viticoles. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'aime dans ce vin, c'est que Aspruda en fait c'est un peu un anonyme. C'est un peu un cépage, on ne sait pas trop qui il est. Donc l'obligation de déboucher et de goûter. Oui. Et de goûter et de voir si on apprécie ou non, si ça correspond à notre goût. Mais toi, tu as eu l'air d'apprécier, mon cher David. On va revenir sur ton deuxième coup de cœur et moi, je vais reparler aussi de mon muscat. J'aimerais que l'on fasse un petit clin d'œil à nos jeunes amis sommeliers, puisqu'aujourd'hui, nous aurions dû tous les deux annoncer le lauréat 2021 du meilleur jeune sommelier de France. Et donc, on pense à nos 11 finalistes, 6 filles et 5 garçons, je le rappelais tout à l'heure. Et je vais te présenter le trophée que j'ai reçu. Oui. Je ne vais pas le garder, hein. Je suis juste dépositaire pour quelques jours de ce magnifique trophée. On espère, toi et moi et tous nos amis de l'Union de la Sommelier française, de remettre ce trophée effectivement au meilleur jeune sommelier, la meilleure jeune sommelière de l'année. C'est un magnifique trophée qui est symbolique, tu vois, c'est une main ouverte sur le monde et qui a récupéré une grappe, peut-être d'origine grecque, on ne sait pas, parce qu'il y en a un certain nombre de ce coin-là, hein, en tout cas de cette partie de la Méditerranée. Et voilà, donc c'est un symbole qui a été réalisé, c'est en grès, c'est assez lourd, hein, mais voilà, j'ai encore un peu de force à cette heure-ci, en grès noir, par Sylvie Malice, qui avait fait le trophée qu'on a remis aussi à Pascaline de Pelletier en 2018, et qui a fait aussi le trophée qui est en attente pour nos amis meilleurs sommeliers de France de cette année, nos 3 finalistes, Aymeric, Florent et Pierre, qui s'affronteront eux aussi pour notre bonheur commun et pour la victoire de l'un des 3, on espère, le 31 mai prochain. Les jeunes sommeliers, on leur donne rendez-vous. Donc, David, c'est quand la phase finale donc? 13 et 14 juin, absolument. Ouais. Toujours au même endroit? Voilà, toujours au même endroit, donc à Canteleu, au lycée Georges Baptiste. Canteleu qui se situe près de Rouen. Bien, et donc, voilà, nos jeunes, je pense, sont dans les starting blocks. Ils ont encore quelques semaines pour pouvoir affûter leur couteau de sommelier et surtout avoir l'esprit aguerri, préparé et surtout qu'ils se déstressent. Bon nombre d'épreuves, bien évidemment, des épreuves qui tendent vers le métier et surtout la profession et la mise en avant de notre savoir-faire et de nos compétences dans une salle de restaurant. Ne l'oublions pas, même si elles sont fermées à l'heure actuelle. Le sommelier a un vrai bagage complémentaire, un bagage donc qui est une jolie valeur ajoutée dans les salles de restaurant. Donc, croisons les doigts aussi pour que tous nos métiers de sommelier soient préservés. Exactement. Quand tout va réouvrir.
exactement. Mais je pense que voilà, il peut y avoir aussi des vocations dans cette période-là où les gens se posent des questions sur leur avenir et finalement, certains nombres vont rester dans les écoles. C'est un peu les échos qu'on a eus, hein. Ils vont continuer des formations. Sachez que pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez faire une mention complémentaire, voire un brevet professionnel si vous voulez pas tout de suite aller directement trouver un emploi en tant que tel et qu'il faut peut-être profiter positivement de cette période pour mieux rebondir Oui. après. Et tu as raison, David, on se languit tous et on espère effectivement que le métier sera préservé et surtout que tous les gens enfin, le maximum de gens auront envie de venir voir dans les restaurants et profiter voilà, de tout ce qui les attend à ce moment-là. En tout cas, un petit clin d'œil à nos amis de jeunes sommeliers. Je repose le trophée pour effectivement pas faire attention déjà de ne pas l'abîmer. Et il nous attend, David, on aura le plaisir tous les deux de le remettre, on espère tous, le 14 juin prochain au lycée de Oui. Canteleu. On salue, je dis tout à l'heure, nos amis normands, notamment les gens du lycée Georges Baptiste, mais également Arnaud de Mersement, le président des sommeliers de la région normande, qui avec toutes ses équipes ont beaucoup travaillé effectivement pour accueillir ce concours dans quelques semaines maintenant. Il paraît que le plaisir est dans l'attente, donc je souhaite aux candidats le plus de plaisir possible pour qu'ils puissent s'épanouir et nous offrir une très très belle finale. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais choisi, moi, pour trinquer avec toi et nos amis ce soir, un muscat d'Alsace, hein. C'est un joli cépage, un peu oublié. C'est vrai que le Riesling, c'est juste extraordinaire, que le Gewürztraminer séduit spontanément par ses parfums qu'on connaît, le litchi, la rose, etc. Que le Pinot Gris a ses adeptes, et le muscat, finalement, on l'attend plus dans le pourtour méditerranéen. Tu évoquais la Corse, l'origine du muscat, c'est quand même les îles grecques, Samos notamment, et autres. Et il y a de très jolis muscats chez nous. Et le muscat qui est un muscat particulier, le muscat d'Alsacien, on est plutôt sur une variété de muscat automnal en général, donne quand même des qualités qui sont super intéressantes, qui restent extrêmement séductives, séductrices, avec ses parfums de raisin frais, ces arômes qui évoquent aussi un petit peu la rose, mais parfois aussi un peu l'abricot. Enfin, c'est vraiment extrêmement agréable. Et en bouche, je vais le goûter aussi parce que la difficulté sur l'Alsace, je pense qu'on a le même sourire tous les deux, le rictus parle. Mais c'est vrai que quand on goûte un vin d'Alsace, on ne sait pas si c'est extrêmement sec, très sec, un peu moelleux ou carrément un petit peu plus moelleux. Et même sans qu'il soit marqué vendange tardive ou sélection de Grenoble, on peut avoir une sucrosité non négligeable. Alors, j'adore cet équilibre. C'est 2019 que nous envoie Nicole Bott, que je salue aussi. Je sais qu'elle est fidèle de nos rendez-vous du lundi et on la salue vraiment. Oui. Et comme je dis tout à l'heure, elle appréciera. Et on salue Serge Dups aussi, qui vient de recevoir le trophée Gérard Basset. Félicitations pour cette magnifique carrière. Je crois que Serge est un vrai exemple, avec toutes les équipes de l'Auberge de Lille, Marc et Berlin, mais pas que. Tous les cuisiniers, sommeliers, maîtres d'hôtel, enfin, vraiment toutes ces équipes de l'Auberge de Lille, c'est quand même une très très belle maison. Et c'est vraiment magnifique que Serge, avec beaucoup de justice, j'allais dire, et d'à propos de la part des membres du jury, ait ce premier trophée. Et ce vin est juste remarquable. C'est un vrai apéritif, le muscat d'Alsace sec. C'est un vin qui va parfaitement bien aussi, on le sait, toi et moi, et vous qui avez peut-être fait des tests sur des plats un peu compliqués. L'asperge, par exemple, c'est jamais simple. Et un muscat d'Alsace sur l'asperge, c'est génial. Ça peut très bien aller aussi avec des fromages si on ne veut pas aller sur trop de sucrosité. Ça va très bien avec J'ai goûté des cuisses de grenouille l'autre jour, préparées un peu dans l'esprit de Bernard Loiseau. Pas pour la première fois quand même. Non, mais j'ai regoûté ça avec un petit cresson là, bien concentré. Ouais. Et finalement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Parce qu'on avait essayé tous les Bourgognes qu'on imagine, surtout chez l'oiseau. Et je me suis dit, tiens, un muscat d'Alsace, est-ce que ça serait pas mal? Et bien, c'était très pertinent aussi. Donc, c'est un vin un peu mystérieux, clé, que l'on a des fois du mal à se dire, est-ce que je vais sortir ça? Et finalement, on peut le sortir avec beaucoup d'à-propos sur un certain nombre de plats également. Donc, voilà un petit salut. Et c'est un apéro juste remarquable, hein. Franchement, une petite. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, mon cher David? On a ici au bistrot du Sommelier en ce moment, on fait un peu de vente emportée. On a un pâté en croûte avec un petit peu de foie gras à l'intérieur, farce de veau au foie gras,
Ça, je pense que ça peut vraiment le faire également. Il ne manque que le pâté en croûte là. Hein. Exact. Ouais. Voilà. Mais il y a des préparations qui fonctionnent aussi très bien avec le muscat et je pense souvent aux mousselines de poisson et agrémentées justement de tout ce que le printemps nous réserve là bientôt parce que le muscat aussi, moi je trouve, est très synonyme des premiers plaisirs de sentir tout ce que le floral va nous donner de très beau dans quelques semaines. Et c'est pour ça que le tout, quand c'est associé justement à la délicatesse et puis au moelleux d'une mousseline de poisson, et je pense à une mousseline de colin par exemple, qui peut être servie avec un beurre monté et en cisaillant mais gentiment et doucement un tout petit peu de coriandre, de persil et un peu de ciboulette et aller chercher justement le floral qui va venir équilibrer ce que le végétal va donner dans l'assiette. Mais je pense notamment avec le coriandre, je pense que ça peut effectivement vraiment le faire. Et d'une façon générale, avec les cuisines ou les saveurs un petit peu orientales, le muscat peut être aussi franchement intéressant. Moi, je l'ai goûté sur une volaille, avec effectivement un côté un peu thaï dans les épices. Et finalement, le piquant légèrement brûlant des épices était juste calmé par le muscat d'une façon incroyable. L'équilibre fonctionnait bien. Tu as sûrement d'autres choses à ta disposition. Là, je te connais, tu n'as pas qu'un coup de cœur. Toi, tu as un coup de cœur pour Florence qu'on salue et pour tes deux filles qu'on embrasse. Ça, c'est un coup de cœur éternel. Mais matière de vin, tu as sûrement d'autres choses à nous dire. L'autre choix, en fait, je viens donc retrouver ce à quoi je suis viscéralement attaché de par ma nationalité, c'est la France. Mais c'est surtout, pour la petite explication, à vous de présenter ce que je voudrais évoquer avec vous en merveille viticole de la France, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, je suis invité à un salon que je ne connaissais pas et qui est un salon absolument à découvrir parce qu'on parle toujours des grands salons, que ce soit Wine Paris, que ce soit à l'époque Vinexpo ou alors Provine, ainsi de suite. Mais il y a un salon qui est absolument incroyable dans le sud de la France, à Perpignan, qui s'appelle Birancy. C'est le salon des ranciaux secs du monde entier. Ah oui, sec, parce que ça, c'est quand même très précis. Ranciaux secs singulier. Du monde entier. Sec. Lors de mes dégustations, donc il y avait énormément de présentés. Bien évidemment, la France avec tout le pays catalan, l'Espagne, mais aussi l'Italie, par exemple, un rancio sec à base de muscat, tu en parlais, mais de muscat d'Asti, ça a été, entre guillemets, un accident bienfaiteur parce que le propriétaire en a fait une sorte maintenant de technique, alors que cette première cuvée, quand elle s'est orientée vers l'oxydation, c'était prévu pour faire du Moscato d'Asti. Donc, j'ai découvert comme ça. On était loin de l'idée au départ. Exactement. Alors, dans ce salon, Birancy, non seulement on parle des rancios secs d'Espagne, de France, mais il y a quand même un rancio, et du moins un vin absolument célèbre en France, qui est le vin jaune. Il y avait des producteurs de vin jaune, et ça a été un régal du début jusqu'à la fin. De la première minute de mes dégustations jusqu'à la dernière, ça a été un panel de découvertes, de chocs, même gustatifs pour certaines. Et donc, je recommande à tous les sommeliers, tous les amateurs de vin, de se rendre à Perpignan quand le salon Birancy a lieu. Et donc, je m'arrête sur un stand parce que j'ai eu l'occasion de faire quasiment tous les stands, tellement j'étais fasciné par la diversité qui était à portée de main. Et donc, ce domaine, c'est le domaine Joly-Ferriol. Et Isabelle Joly, en s'arrêtant à son stand, m'a fait une démonstration en fait de ce que pouvaient être les vins qui, après un certain âge, dans les fûts, avec le phénomène de l'oxydation, ne perd pas du tout son charme, bien au contraire, se part et s'enveloppe d'une complexité aromatique qu'aucun autre vin n'a. Et quand on parle du phénomène de l'oxydation, ce phénomène absolument incroyable et naturel, on ne peut être que bouche bée face à ces vins. Et donc là, ça s'appelle Au fil du temps. Donc c'est un vin, alors incroyable. Est-ce que vous regardez la couleur? C'est un vin en fait rouge à la base. Macabeu Carignan. Ah oui. Et là, on est plutôt sur du vieilleur maintenant. Exactement. Légèrement à cajou,
Acajou il y a ambré. encore des reflets, il y a encore des reflets roses, rougeâtres. Alors que l'estimation de ce vin, c'est à peu près Le côté 50 ans. acajou. Parce que pour la petite histoire, en 2005, quand Isabelle Joly achète la propriété avec Jean-Luc Chaussard, il découvre une propriété qui n'a pas été habitée quasiment pendant 50 ans. Ils étaient sur quelle commune ou sur quelle appellation? La vallée de l'Agly. La vallée de l'Agly. D'accord, très Alors, bien. c'est Espira de l'Agly, la commune. Aspira d'Agly, la Et fameuse alors, vallée de l'Agly qui imaginez recèle quand même de très beaux domaines. Hein. des pépites en vin blanc et en vin rouge. Hein. Et Absolument. imaginez arriver dans une propriété où, quand ils achètent la propriété, la dame était partie apparemment parce qu'elle était tombée amoureuse, elle était partie vivre avec eh bien, son amoureux, et elle avait laissé Très bonne raison. bien sûr, si ce n'est qu'elle avait fermé la porte et elle avait laissé la maison dans exactement le même état que la découverte après le rachat de Semas. Et donc, ils ont ouvert la maison. Il me racontait, Jean-Luc, il y avait encore le linge en lin, préservé mais de façon impeccable, protégé par les herbes de Provence et toute la garrigue qui devait en fait faire fuir toutes les petites bêtes qui auraient pu Exactement, ronger, ça fonctionne bien. Et donc, au fur et à mesure de la visite de la maison, ils sont descendus bien évidemment à la cave. Il y avait forcément une cave. Et là, ils ont découvert des dizaines et des dizaines de Dame Jeanne remplies. Donc, il a fallu faire le tri. Ils ont fait une sélection rigoureuse. Il y avait un tiers qui était quasiment tourné vinaigre. Ils ont conservé cela. Ils utilisent leur vinaigre. J'ose espérer un jour pouvoir goûter ce vinaigre. Un deuxième tiers eh bien, était plutôt destiné à la consommation plutôt assez rapide. Et le dernier tiers regorge de pépites. Et donc, ils ont cette estimation à peu près de 50 ans parce que la propriété n'a pas été occupée pendant 50 ans. Et les Dames Jeanne n'ont jamais été touchées pendant 50 ans. Et en fait, ce rancio sec, Macabeu Carignan, était un rouge à la base. Il s'est décharné, il s'est appauvri justement au niveau de la matière colorante parce que ça a eu le temps de déposer. L'oxydation a fait son effet. Mais l'aromatique et la persistance sont absolument incroyables. L'aromatique, on est vraiment très balsamique. Cette notion, vous savez, ce juste équilibre entre est-ce que c'est un vinaigre, est-ce que c'est un vin. Eh oui, là, c'est le côté légèrement éthéré. Exactement. Que l'on perçoit, qui peut pencher d'un côté ou de l'autre, mais qui, quand il est sur l'équilibre, là, est juste génial. Il est sur le fil du rasoir, et quand on le déguste, on a affaire à un vin sec, extrêmement vif, construit sur une colonne vertébrale acide qui justement eh bien, apporte tous les petits picots là, acidulés qui nous réveillent les papilles gustatives. Une notion d'équilibre et de gestion de l'alcool absolument incroyable. Ça titre à peu près 15 degrés et demi. Et c'est surtout, moi, en fait, le paradoxe de ces vins-là, parce que quand on regarde la couleur, on se dit, bon, peut-être qu'il va y avoir voilà, une persistance assez fugace, on va baisser le rideau, les acteurs auront joué la pièce. Là, pas du tout. Les acteurs, non seulement ils ont joué la pièce, et très belle, mais en plus, il y a je ne sais combien de rappels. Et ils ne cessent d'applaudir. Oui. Le rideau ne se ferme jamais. Parce que ne ferme jamais, ouais. Ça s'appelle les vins qui ont des persistances à première phase, deuxième phase, voire même plus loin. C'est absolument magique, cette alchimie, d'avoir le goût du vin pendant, non pas des secondes, des caudalies, mais pendant des minutes. Eh oui, c'est rare, et ce style de vin, effectivement, le permet de temps en temps, c'est ce que tu décris très bien. En revanche, donc, c'est tellement beau, tellement extraordinaire tout seul que finalement, il faut le partager avec des gens qui apprécient ce style. Mais en termes de nourriture, qu'est-ce que toi tu envisages dessus? Qu'est-ce que tu as pu essayer? Alors, ce que j'adorerais faire, et je vais me mettre au fourneau bientôt, c'est du riz de veau. J'aimerais absolument faire une pomme de riz de veau qui aura été bien aplatie, qui aura été légèrement passée dans une chapelure à base de petites épeautres broyées et saisie très fortement à la poêle pour que cette escalope de riz de veau devienne croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Et je vais aller chercher cette notion de caramélisation du riz de veau. Et ensuite, c'est pas tout à fait la saison,
mais néanmoins, on pourrait trouver quelques copeaux de châtaigne à mettre sur l'escalope de riz de veau, des jolies tranches de beurre de micelle de Noirmoutier pour agrémenter le dessus de cette escalope et un petit coup au grill. Et là, les accords avec ce type de vin sont absolument incroyables avec le riz de veau caramélisé de cette façon. Donc, une sorte de galette de riz de veau, finalement, ouais. Elle n'est pas juste passer un petit coup à la salamande au grill. Effectivement, on peut bien imaginer ça. Et avec la châtaigne, je pense qu'on peut s'en prendre effectivement un bon coup dans le cœur. Exactement. Mais effectivement, peut-être quelques champignons, voilà, qui peuvent agrémenter aussi, parce qu'il va y avoir cette énergie. Dans la région, il y a quand même des merveilles au niveau du cochon. Si libre soit-il, quand justement le cochon vient manger ces fameux glands ou châtaignes qui lui sont absolument bénéfiques. Et je pense en l'occurrence à tout ce qui est jambon sec de l'autre côté de l'Espagne, de l'autre côté de la frontière avec l'Espagne. La frontière, oui, bien sûr. Et donc là, ce sont des rancios secs, ce sont des accords, mais ce ne sont même plus des accords là, ce sont en fait des vrais mariages. Et surtout, il y a une vraie cohérence entre le sel et puis la mâche et la consistance du gras de ce type de jambon avec la nervosité avec et surtout avec l'incisif de ces rancios secs. Et on rappelle ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir que ce sont des rancios secs, effectivement, donc il y a ce caractère oxydasif, là, exceptionnel, 50 ans à minima. Donc, et effectivement, et pas de sucrosité, puisque la volonté, c'est effectivement d'être sec. Donc ça, c'est ton coup de cœur de ce salon qui a lieu du côté de Perpignan. Et on salue d'ailleurs tous nos amis catalans, beaucoup. Je vois que Christian Lopez, qui a travaillé derrière chez moi un certain nombre de temps, il y a déjà un certain nombre d'années, et qui maintenant exerce ses talents effectivement du côté de Perpignan, et nous suit, nous invite à venir découvrir ou redécouvrir effectivement ce magnifique terroir. En plus, c'est très beau. La vallée de la Glie, notamment le secteur de vin gros entre les fenouillères et ce piémont pyrénéen, il est juste incroyable. C'est beau. Oui, c'est extraordinaire. Comme région viticole, c'est incroyable. Oui. Exactement. Alors, je vois que le temps passe et qu'on a même dépassé un peu notre timing habituel, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, il a fallu l'allumage, mais une fois que c'est parti, c'est bien parti. Est-ce que tu as un dernier petit coup de cœur avant qu'on rende l'antenne? Quelque chose de particulier que tu aimerais nous faire découvrir? Je n'ai pas la bouteille forcément à portée de main. Mais tu peux nous en parler. Oui, absolument. Quand on parle aussi de certains cépages plutôt internationaux et qui peuvent nous ravir, il y a quelques temps de ça, j'ai débouché parmi en fait les bouteilles que j'avais gardées de mes entraînements des compétitions internationales, un Cabernet Franc mais qui n'était pas du tout de la Loire. J'avais ramené cette bouteille dans ma valise de très loin parce qu'en fait c'est un Cabernet Franc que j'ai ramené de Yamanashi au Japon et j'ai été mais absolument étonné. On peut imaginer. Oui, ça faisait partie des bouteilles que j'avais ramenées pour me dire bon, il me faut quand même quelques échantillons de vin de Yamanashi donc au Japon. Avec la vue extraordinaire donnant sur le mont Fujiyama. Sur le mont Fuji, on est dans cette fameuse région historique où il y a la vallée de Kofu, très célèbre, avec le cépage Koshu, mais dans lequel on a planté depuis effectivement des cépages autres que les cépages locaux, et notamment un peu de Cabernet Franc, un peu de Merlot d'ailleurs, un peu de Cabernet Sauvignon, enfin il y a différentes choses. Et ce Cabernet Franc t'a marqué donc. C'est là où je reviens aussi, sans faire offense aux cépages japonais qui nous ravissent aussi, comme le Koshu, comme le Muscabelea aussi. C'est que simplement, en fait, cette bouteille, je l'avais prise parce que comme je suis enfant de Vendée, j'ai été éduqué non seulement au Chenin, au Melon B, mais aussi et surtout au Cabernet Franc. Eh bien, ça me paraissait intéressant de ramener cette bouteille dans ma valise pour faire partie de mes échantillons préparatoires aux compétitions. Mais je l'avais oublié. Donc, cette bouteille, je l'avais ramenée à ma préparation pour le meilleur sommet du monde en 2013 à Tokyo. Donc, le millésime étant, je me suis dit, mince, ça va peut-être
très certainement avoir un petit coup dans l'aile, un Cabernet Franc, Yamanashi. Pas du tout. D'un certain âge. Oui. Mais c'est là où on voit que ce cépage, avec son noble végétal, sa fraîcheur bien naturelle et surtout sa qualité de tanin, comme je dis, le Cabernet Franc, c'est quand même le papa du Cabernet Sauvignon. Donc, ne pas oublier que ce cépage a des vertus incroyables pour le vieillissement. Et c'est surtout que ça n'avait rien à voir avec l'aspect ligérien. Pas du tout. C'était un Cabernet Franc, fringant, juteux, concentré à souhait, juste ce qu'il faut. L'élevage, encore un petit peu, c'est vrai, voilà marqué, mais on peut tout de même, je dirais, être indulgent quant à ce travail de vinification et surtout ce travail d'élevage là-bas au Japon, parce que le Japon, je pense pour certaines zones viticoles, fait ses gammes et je pense que l'expérimentation a du bon de savoir vers quoi on peut se diriger sur les élevages. Donc là, il y avait un côté un peu toffee anglais, un peu caramel au lait qui petit à petit s'était estompé, mais je suis convaincu que l'avenir est plutôt propice dans leur recherche et surtout dans leur expérimentation sur ce que certains cépages qui sont très connus pour nous peuvent donner là-bas. Donc, ça a été en fait une surprise de piocher cette bouteille qui n'était pas du tout destinée peut-être à m'émerveiller, qui était destinée à m'éduquer et à m'entraîner. Et l'oubli a fait que, eh bien voilà, une très très jolie découverte de ce Cabernet Franc de Yamanashi. Écoute, merci beaucoup pour ce petit parcours. Tu nous as amené de la Grèce au Japon en passant par le pays catalan. On a beaucoup voyagé grâce à toi, grâce à tes coups de cœur, grâce à tes mots. Moi, je voulais vous parler, mais on le verra la prochaine fois, d'une jolie propriété qui est suivie, vinifiée par Stéphane de Renoncourt dans l'entre-deux-mers. C'est un Bordeaux supérieur. Alors, il y a du Cabernet Franc et il donne de très jolis résultats dans ces coins-là aussi, hein, avec du Merlot aussi, et même surtout du Merlot d'ailleurs dans cette cuvée-là. C'est le château Lillefort qui est la propriété donc de Sylvie Douce et François Janté qui ont créé il y a un certain nombre d'années effectivement le Salon du Chocolat. Je sais que ça m'a fait passer une bouteille, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la tester. Encore. Et c'est un vin, c'est 2012 le millésime qui est disponible un peu en ce moment, mais le 2018 par exemple qui va être mis sur le marché bientôt, que j'ai eu l'occasion de goûter, est remarquable également. Voilà un petit clin d'œil pour ces bouteilles qu'on nous a déposées voilà, ces jours-ci au bistrot du Sommelier. Vous donnez à tous rendez-vous, et toi aussi David, la semaine prochaine. Tu connais le Nid du Vin, Jean Lenoir, que l'on salue également et qui a été le pionnier dans cette démarche éducative des arômes. Et Dieu sait si en ce moment, avec les problèmes liés à la Covid qu'on connaît, le goût, l'odeur, etc., c'est compliqué. Si vous voulez savoir où vous en êtes sur votre perte du goût, sur votre récupération du goût, vous avez ces petits coffrets. On en parlera la semaine prochaine. Mon invité sera, pour succéder à ta présence ce soir, mon cher David, Léa Desportes, qui s'occupe notamment du nez du vin. Et ils ont sorti le nez du vin, le fût de chêne. Donc, il y a effectivement tous les arômes aussi qui peuvent être amenés par le bois. Ça sera l'occasion de parler effectivement de l'élevage et des vinifications sous bois et de voir un peu les conséquences, notamment aromatiques, que cela peut avoir sur le vin. C'est vrai que quand on sent la vanille, la girofle, l'ananas ou différentes choses, ça peut venir du vin lui-même, mais ça peut aussi venir de la façon dont il est vinifié et le fût peut intervenir également dans ce genre de situation. Voilà pour le rendez-vous de lundi prochain. Merci encore à toute l'équipe de l'UDSF qui m'a aidé à préparer de nouvelles fois notre rencontre somme de ce soir avec le grand sommelier David Biron. Merci mon cher David. Merci merci pour tes coups de cœur. Merci à Elisa Linotte qui était avec nous pour la technique ce soir, à Juliette Jourdan pour la programmation également et pour l'aide des uns et des autres. Merci à vous tous de votre présence, nombreuses, attentives comme chaque semaine. Et puis bon vent pour toi, mon cher David. Et puis surtout ce soir, une pensée particulière pour nos jeunes sommeliers. Je ne souhaite pas garder ce trophée tout longtemps. Je souhaite qu'on le remette ensemble, effectivement, au meilleur jeune ou à la meilleure jeune sommelière de l'année 2021. Auquel on souhaite, comme tous nos amis sommeliers, jeunes ou moins jeunes, le meilleur. On dit que le meilleur reste à venir. On peut espérer ça en ce moment, en tout cas. Une très, très forte pensée, justement, à tous ces jeunes et aux demi-finalistes pour le futur concours, pour la bonne et simple raison qu'on évoque beaucoup de problèmes liés à cette pandémie et à tous les dysfonctionnements, en fait, qui nous entourent. Mais la formation, elle est aussi impactée et nos jeunes ont perdu des stages
ils n'ont plus les visites de vignobles qu'ils auraient dû faire par rapport au programme qui était établi. Donc, ce n'est pas évident aussi pour eux, que ce soit des jeunes encore en formation ou alors qui sont justement eh bien, aux prémices d'une très très belle carrière sur le terrain. Donc, ça serait, je dirais, une image très forte et surtout un point extrêmement positif si la pandémie pouvait nous laisser tranquilles et nous laisser faire ce concours le 13 et le 14 juin. Parce que je pense beaucoup à eux en ayant quelques visites comme ça dans les lycées hôteliers. J'ai pu me rendre compte qu'eux aussi sont très fortement impactés dans leur formation. Et je félicite les sommeliers formateurs qui essaient toujours de les stimuler. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est important. Je souhaitais finir avec ça pour effectivement féliciter tous les professeurs qui s'évertuent à maintenir le cap, à maintenir cette flamme également, à tous les jeunes bien entendu, mais aussi à leurs formateurs que l'on salue. Voilà mon cher David, ce trophée les attend. On va pouvoir effectivement trinquer déjà ensemble, hein, mon cher David, un peu à distance, mais de tout cœur. Bonne fin de soirée à toi, bonne fin de soirée à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Voilà, même lieu, même heure. Profitez bien, soyez attentifs. Prenez soin de vous et passez une très bonne semaine. Ciao, ciao, salut. À bientôt à tout le monde. À bientôt. Merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt.